Et bonsoir à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut. Et voilà, une soirée exceptionnelle encore une fois avec une comédienne, doubleuse aussi, et puis chanteuse aussi. Elle nous en parlera peut-être un peu plus longuement tout à l'heure dans l'interview. C'est Kelly Marot, voilà, que vous avez peut-être déjà, c'est sûr en tout cas, entendu et peut-être déjà vu en interview tout ça pour parler voilà, de son métier. Elle me fait voilà, la gentillesse, l'honneur, j'ai envie de dire même, d'avoir accepté l'invitation. Donc bonsoir à toi Kelly déjà. Bonsoir, Bah, ça écoute, va bien? bah, écoute, ça va, moi la Réunion, et comment ça va en métropole du coup? Eh ben ça va bien, ça travaille, ça bosse, Bah, tant mieux. comme d'habitude. Bah super, bah justement, on va parler un peu de ta carrière. Alors, je précisais bien évidemment que cette interview a été enregistrée. On n'a pas pu le faire voilà, en live comme d'habitude, donc il n'y aura pas malheureusement cette interaction avec les abonnés. Mais voilà, l'important c'est qu'on puisse échanger, puis voilà, parler un peu de ta carrière, de nous montrer un peu l'envers du décor de ce métier de doubleur et de comédien finalement qui est assez proche. Enfin, tu nous le diras peut-être un peu plus, mais puisqu'il faut quand même être une bonne comédienne, on va dire, pour être une bonne doubleuse. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde dans votre métier le dit, donc c'est que ça doit être vrai. On parlera donc voilà d'un peu tous les films, même séries peut-être que tu as pu faire. Tu as fait aussi un peu de jeux vidéo. Et puis il y a récemment, donc 2 ans maintenant, tu as lancé avec Dorothée une formation maintenant pour être doubleur, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, doubleur, comédien. Une formation de doublage, oui c'est ça, une formation qui apprend les techniques du doublage. Et donc il faut avoir fait du théâtre auparavant, Mhm. avoir en fait les bases de la comédie. Et donc cette formation, elle a été ouverte pour ouvrir les portes aussi aux débutants comédiens, aux comédiens aguerris qui ont envie aussi de faire des rencontres avec des directeurs artistiques. Et voilà. Et bah, c'est déjà un beau programme et on en parlera peut-être un peu plus longuement voilà, à la fin de cette interview. Alors pour le coup, c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour mettre en avant et cette formation, mais surtout la carrière de Kelly. Déjà rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou moins bien, tu peux nous reparler un peu voilà, rapidement, hein, on va pas être exhaustif, mais un peu de voilà, comment toi t'es arrivé en tout cas dans ce milieu-là. Est-ce que de base tu étais déjà comédienne et puis par rencontre ou hasard, tu as fini aussi par faire du doublage. Comment ça s'est passé? Et puis un peu voilà peut-être les films et séries marquants ou marquantes dans lesquelles on a pu te retrouver quoi. Mhm. Alors en fait j'ai commencé à l'âge de 5 ans par tourner et pas par le doublage. Ok. Donc mon premier film c'était La crise de Colline Serrault. Que j'ai retrouvé d'ailleurs au Festival du film de Vincennes. Ils ont organisé la rencontre, enfin les retrouvailles plutôt, Mhm. plus de 30 ans après. Et c'était chouette de la retrouver. J'ai beaucoup tourné petite et le doublage est arrivé à 6 ans en même temps que le chant. Et en fait, c'est un hasard, c'est parce qu'au détour d'une conversation, ma sœur était sur un film et elle avait parlé avec le directeur artistique, voilà, comme quoi j'étais en tournage et voilà. Et il se trouve que sur le film où elle avait un petit rôle, les rôles principaux devaient être enregistrés par des femmes en fait, qui jouent les voix d'enfants. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Et là, les clients ne voulaient pas de femmes pour jouer des enfants. Ils voulaient de vrais enfants sur des vrais enfants. Et voilà. Ce qui paraît Et logique quelque du coup, part. il lui a demandé oui, exactement. Et donc il a demandé à ma sœur si j'accepterais de passer le casting. Et voilà, et j'ai dit je voulais faire comme mes aînés, donc oui, forcément, j'avais des étoiles dans les yeux, moi je voulais absolument faire comme eux, donc oui, j'ai passé le casting et j'ai été choisie. Et ça a fait un peu boule de neige parce que après j'ai repassé d'autres castings sur d'autres rôles, j'ai été choisie, et après on m'a rappelé, voilà, ça a vraiment Mhm. fait effet boule de neige, quoi. Et justement, tu dis, Et je voulais faire comme mes aînés, mais est-ce que, enfin, je veux dire, le doublage, on a l'impression qu'à un moment donné, c'était quand même un peu niche. Enfin, là, ça s'est démocratisé depuis des années, parce que les réseaux sociaux, parce que voilà, parce qu'aussi, il y a des voix maintenant aussi qui nous ont marqué quand on était enfant, donc il y a le côté nostalgie qui fait que, tu vois, quand on t'entend toi, quand on entend Donald Renew, quand on entend Brigitte Lecordier, enfin, il y a toutes ces voix, tu vois, et ça fait vivre un imaginaire, et ça nous refait plonger en enfance, donc il y a ce petit doudou un peu nostalgique qui revient. Mais est-ce qu'à l'époque, toi, tu connaissais vraiment ce métier? Enfin, est-ce que pour toi, c'était un métier où finalement tu l'as découvert
voilà, quand on t'a passé le casting ou quand on t'a choisi? Oui, alors j'ai découvert parce que j'ai beaucoup tourné petite, mais c'est vraiment, c'est autre chose, quoi. Parce qu'en plus j'avais 6 ans, donc je commençais à lire. Donc la rythmo, défilait rapidement. Donc on me lisait les phrases et j'avais un cube, une sorte de petite marche parce que j'atteignais pas le micro parce que Mmh. j'étais trop petite et en fait pour, démarrer au bon endroit, on me tapait sur l'épaule pour que voilà, pour que je démarre Mmh. et on me lisait les phrases et voilà et après bon, j'ai su, lire rapidement, très vite parce que forcément, ça aide et c'est vrai que j'aime bien tourner, mais j'ai quand même, je dois dire que le doublage, c'est quand même ça fait partie quand même de mes préférences parce que ce que j'aime en fait en tournage, en doublage, je veux dire, en tournage, quand je passais les castings, par exemple, parfois, on me laissait même pas en fait, passer le casting. On me disait: «Ah les parents sont blonds, ah non, on cherche une petite fille blonde». Mmh. Voilà et donc en fait, j'avais même pas l'occasion de pouvoir, un peu, prouver, Ouais. ce que je pouvais faire et il y a beaucoup, voilà, il y a la contrainte vraiment de l'image, je trouve en tournage et Mmh. qui voilà, c'est un peu décevant Qui mais ferme des voilà, portes, ouais. c'est vraiment, voilà, exactement Mmh. et alors que le doublage, c'est vraiment basé que sur l'interprétation et Mmh. le jeu et du coup, on peut vraiment prouver ce qu'on sait faire, toutes les palettes aussi de jeu qu'on a et d'interprétation. C'est sûr que quand, par exemple, j'ai fait le challenge, pas le challenge, Red Sparrow, Mmh mh. avec Jennifer Lawrence où, je joue une espionne russe. Vu mon physique, j'aurais jamais joué ça en tournage, hein. Voilà. Bah, tu aurais pu être une espionne, mais Mais après, oui, voilà, pas une espionne russe, infiltrée, donc voilà. Mais et c'est vrai que c'est ce que j'aime en fait en doublage, c'est-à-dire parce qu'on passe des essais aussi, on passe, des castings et en face, on a mmh. vraiment des chouettes comédiennes, qui proposent vraiment qui proposent des choses, et des super interprétations aussi Mmh. et donc c'est vraiment, je trouve ça gratifiant quoi quand on est choisi et on est assez fiers quoi d'avoir été choisi sur un rôle, parce que c'est vraiment basé que sur l'interprétation et voilà. Mais justement, est-ce que du coup, une fois qu'il y a eu ça, tu vois, je te dis là, moi, pour moi, enfin vraiment le doublage, enfin je trouve ça fascinant et puis en fait surtout l'impact que ça a sur nous, tu vois? Je te Mmh. dis là, ce côté nostalgique ou même juste enfin c'est vrai que tu vois là quand on discute, si je ferme les yeux, ben, il y a des personnages, enfin tu vois que tu as doublés qui me reviennent, enfin j'ai l'impression ou comme l'autre fois, en fait Donald Renew, je l'avais eu que par téléphone. J'ai jamais vu enfin j'ai jamais eu enfin en visio ou en face à face et quand je l'ai pris au Mmh. téléphone pour une interview, et j'avais l'impression d'avoir Andrew Garfield, enfin tu vois, j'avais une image et en fait, le cerveau, tu sais, il switch, quoi. Tu sais, des fois, il oublie que non, t'es avec Donna Renew ou avec Kelly Maro, tu vois. Et genre là, même quand tu me parles, tu vois, Mmh. des fois, j'ai tu sais, des moments dans des intonations, tu vois. Genre, j'ai Dina de The Last of Us. Enfin, tu vois, en plus, j'y ai joué il y a pas, là, j'ai fait le 2 il y a pas très longtemps. Mmh. Donc, je l'ai vraiment en tête. Et donc, c'est Mmh. fou, tu vois. Et du coup, est-ce que toi, déjà, on t'en parle quand tu es sur, je sais pas, sur des émissions, des trucs comme ça, ou dans la rue, ou quand tu rencontres des fans, ou à l'école, ou tout ça. Est-ce que on te dit, tiens, tu me fais penser enfin je me souviens de toi pour ça, et est-ce que ça te fait plaisir, Mmh. tu vois, est-ce qu'il y a une double Mmh. tu vois, reconnaissance d'avoir été choisi, d'avoir Mmh. fait le rôle, et après en fait que ça reste, et ça peut rester très longtemps puisque les gens peuvent s'en rappeler 10-15 ans après, ou 20 ans, enfin voilà, tu Oui, ça fait plaisir. Souvent, on me dit, «Votre voix a bercé mon enfance» vois. Ouais. et c'est vrai que, ça fait plaisir, d'avoir marqué, en fait, même un moment, d'une vie ou être lié à des souvenirs. Ça, c'est vraiment gratifiant et c'est vrai que j'aime beaucoup, justement faire des conventions, pour ça. Parce qu'on n'a pas vraiment et comme on est dans l'ombre, en fait, on n'a jamais vraiment le retour de notre travail. Hmm. Et c'est vrai que j'aime bien Instagram pour ça d'ailleurs et les conventions parce que, on nous parle de notre travail, on a le retour et ça fait plaisir parce on on se donne beaucoup de mal à essayer de rendre une bonne VF. Donc Hmm. je vois que parfois, je vais reprendre, surtout en cinéma, je vais reprendre, je sais pas, parfois 15 fois un mot
Mmh. juste un mot parce qu'on n'a vraiment pas pile la bonne émotion et qu'on essaie vraiment de retransmettre au millimètre près l'intention VO et ce qu'a voulu et où le réalisateur a voulu nous amener. Et donc voilà, on passe du temps, on essaie que ce soit le plus qualitatif possible. Et voilà. Et est-ce que toi, tu as une phrase, parce que tu sais, genre, Brigitte Lecordier, ça va être Sangoku, Kamehameha, tout ça. Donald Renew, je sais que bon, on peut des fois lui demander des phrases un peu de Spider-Man, des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu as une phrase, tu vois, en particulier, que les gens peuvent te demander? Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui a marqué? Là, comme ça, tu vois, si tu me dis, par Ouais. rapport à tous les rôles que tu as fait, j'en ai pas. Mais je vais avoir des scènes, tu vois, je veux dire, bah tiens, est-ce que c'est toi qui l'as. Par exemple, dans Anastasia, là, qu'on va voir dans un instant, quand tu joues du coup, toi, tu joues la version enfant, bah, il y a un passage de chant, tu vois, j'ai plus envie de te demander, bah, est-ce que c'est toi qui chantes vraiment ou est-ce que cette partie-là, ça a été reprise? Mais est-ce que toi, les gens, ils ont tu vois, est-ce qu'il y a une phrase comme ça qui te représente dans ton doublage, dans ta carrière? Oui, Ou un souvent, en personnage? fait, on me demande, par exemple, Katniss, à la fin, quand elle reprend la phrase des filles, Oui, c'est vrai. où elle dit puisse le sort vous être favorable. Voilà. Donc souvent, on me demande, ou aussi parfois des petites voix comme les Sisters, parce que là, du coup, c'est pas du tout la même chose. Mm. Où je vais vraiment parler comme ça, bah voilà, là c'est Marine et là j'ai pas apporté mes doudous aujourd'hui. Et ni ma grande sister Wendy. Voilà, donc ça, c'est Marine, Wesh. les Sisters. Et souvent, voilà, les enfants, au départ, ils viennent. J'ai beaucoup d'enfants avec les parents qui regardent aussi, d'ailleurs, les Sisters et qui sont fans. Moi aussi, j'aime bien regarder. Et parce que c'est très familial. Et en fait, ils viennent me voir au début, les enfants, ils disent oh, c'est Marine, ça. Bizarre, ça lui ressemble pas trop. Et après, dès que je leur parle avec la voix de Ouais. Marine et tout, ils sont là. Ils sont choqués, quoi. Et ils repartent avec plein d'étoiles dans les yeux. Et tout. C'est trop chou. Et c'est vrai que tu Et sais, il y en même. a parfois qui pleurent aussi. Ouais, et c'est vrai que, en fait, la voix, c'est vraiment impressionnant parce que c'est vrai que, tu vois, effectivement, tu ressembles sûrement pas. Je connais pas du tout le dessin animé dont tu parles, ou la série, mais c'est vrai que, tu vois, il y a des. Comment dire? Tu vas avoir d'abord, par exemple, Dina dans le jeu vidéo, par exemple dans The Last of Us, tu vas la voir telle qu'elle est dans le jeu, on va entendre sa voix, et par exemple, enfin je sais pas, tu vois, comment dire, une fois qu'on rencontre la personne en vrai, et qu'elle a la voix, tu vois, du personnage, et ben j'ai l'impression que le cerveau aussi, tu sais, il est prêt à, tu sais, presque faire rentrer un carré dans un rond, c'est-à-dire que tu deviens le personnage, tu Oui. vois, il y a une... je sais pas comment on appelle ça, tu sais, on déporte en fait du personnage à la vraie vie et on se dit bah ouais en fait c'est elle ou c'est lui, tu vois, et c'est vrai que pour un enfant, surtout quand t'es enfant, t'as envie de rencontrer tes héros, donc je pense que ça va être un truc de fou, effectivement, c'est comme quand tu vas à Disneyland et que tu rencontres, je sais pas, Mickey ou Dingo. Et moi bah justement ça tombe bien, tu vois, transition toute faite, moi c'est vrai qu'il y a un personnage mais qui a bercé mon enfance, et quand j'ai vu que c'était toi qui avais fait la voix enfant, mais j'étais, enfin voilà, comme un enfant du coup, c'est Anastasia, moi. Alors c'est un dessin animé en plus que je sais pas si tout le monde a grandi avec, parce qu'il est quand même assez dark, et enfin il est assez mature quand même au final pour un dessin animé, mais à l'époque c'était pas Disney d'ailleurs, c'était la Fox, mais ça a été racheté depuis, et moi j'ai vraiment toujours adoré ce film, et les musiques et tout ça, et puis les voix, en fait je trouve que les voix même de la maman, tu sais, plus âgée, tout ça, enfin la reine qu'elle retrouve, C'est Lucie Dolène. ouais tu vois, elle a une voix incroyable, et C'est toi aussi. oui. Ouais. Et tu vois, tout est une sonorité, tout match ensemble, même la voix. Alors je sais plus, je sais que. Bah si, c'est celui qui fait Chandler, non? Qui Richard fait. Darbois. Ah, c'est pas Richard. Oui, Emmanuel Curtil. ouais, c'est Emmanuel Richard Curtil Darbois, qui il fait justement. Et c'est Emmanuel Curtil Oui, qui fait Dimitri, oui. Ouais. Et le méchant, c'est Richard Darbois. C'est Richard Darbois. Ouais, ok. Et c'est Rasputin, non? C'est un truc comme ça. Rasputin. Ok, bah tu vois, alors Darbois, j'avais même pas fait gaffe, bon, je m'étais pas renseigné, mais Emmanuel Curtil, effectivement, mais tu vois, c'est que des voix, effectivement, bah alors tu vois, que des voix mythiques, et toi qui vas le devenir ensuite, mais tout match dans ce truc. Alors on va juste écouter un extrait, c'est très rapide, j'ai pas trouvé d'autres extraits sur internet malheureusement, mais c'est quand, tu sais, on la voit petite, et puis elle rencontre du coup alors soit sa grand-mère, pas sa mère, et qu'elle chante en fait ensemble, elle commence à chanter ensemble, et justement, on y reviendra sur la partie chant. Allez, j'en vois. Regarde. C'est la berceuse que j'aime tant. Tu pourras l'écouter le soir juste avant de t'endormir. Et ce sera comme si c'était moi qui chantais. Cette chanson nous unit, loin du vent de
novembre, je t'aimerai toute ma vie, loin du froid de décembre. D'accord. Donc c'est du coup Anastasia petite avec sa grand-mère et elle se met à chanter avec la petite boîte à musique Oui, sous le froid de je connais décembre. bien le passage. Bah, du coup ma question c'est est-ce que c'est toi qui chantes du coup dans ce passage avec elle, avec la grand-mère? Oui, oui, c'est moi qui chante ce passage m'a marqué parce que c'était la première fois que je chantais avec Georges Costa, qui est Ouais. le directeur artistique musical d'Anastasia, qui a entre autres fait tous les Disney, la direction musicale de tous les Disney comme Le Roi Lion, Pocahontas, Aladdin. Que les meilleurs. Voilà, Wicked plus récemment. Enfin, il a vraiment fait tous les Disney. Et donc, j'étais un peu impressionnée, quoi, Hmm. petite. T'avais En quel âge à plus, l'époque? c'était en 98, non? Ouais, un truc comme Je ça, vais avoir 18 ou 12 ans. 19, mais ouais. Ouais, j'avais 12 ans. Ah ouais. Et j'étais impressionnée parce qu'en plus, je suis arrivée et quand je suis arrivée, Lucie Dolène, donc qui faisait ma grand-mère, Mhm. enregistrait sa partie. Et il faut savoir que Lucie Dolène, j'étais en admiration devant elle parce que c'est la voix de Blanche-Neige, Mhm. de la théière dans Madame Samovar dans La Belle et la Bête, avec Histoire éternelle, la magnifique chanson. Et donc une très très grande chanteuse. Et là, elle me dit, donc on se connaissait pas, hein. Elle me dit, bah, j'aimerais bien rester et t'entendre. Donc là, j'étais encore plus, voilà, j'étais encore plus, bah, j'avais encore plus le Un trac, peu quoi. impressionné, ouais. Surtout qu'il faut savoir que nous, en doublage, on découvre les chansons sur place. On n'a Ok. pas le droit de nous les envoyer pour des clauses de confidentialité. Donc, on doit intégrer la musique et la mélodie, enfin, tous les notes sur place. Hmm. Donc, c'est ce qui est quand même assez difficile parce qu'on n'a pas non plus tout l'après-midi pour tout intégrer et Hmm. l'enregistrer. Et voilà. Et donc voilà, donc j'ai fait plusieurs écoutes et donc là j'ai chanté et c'est un magnifique souvenir parce que je suis très contente de l'avoir rencontré. C'était ma première rencontre avec Lucie Hmm. Dolène et avec Georges Costa. Et voilà. Et c'est marrant parce que du coup, c'est-à-dire qu'il y a eu une petite filiation, presque comme dans le film à ce moment-là. C'est-à-dire que elle t'a observé, toi petite, enfin petite, oui, 12 ans, tu vois, qui fait du doublage. Je sais pas, est-ce que du coup elle t'a un peu corrigé parfois? Est-ce qu'elle t'a aidé sur des passages? Enfin, je sais pas si t'as eu des problèmes à ce moment-là, peut-être je sais pas, j'en sais rien, tu vois, de justesse ou de trac ou de machin. Est-ce qu'elle t'a rassuré? Est-ce qu'il y a eu un petit échange en plus que juste elle te regarde ou pas? Non, parce qu'en fait, je crois qu'en fait, on l'a fait en 2 prises. Ok. Ah oui, donc On c'était l'a rapide. fait en très peu de. Ça a été très rapide, ouais. Ouais. Donc, non, ça a été rapide. Donc, j'étais très concentrée hein, en même temps. Donc, Et ce film-là, toi, donc t'en voilà, gardes, non, ça a été- t'en gardes quel souvenir au final de ce film-là? Est-ce que à l'époque il y avait, parce que là tout ce que tu me dis, enfin, c'est qu'en fait la personne qui faisait les chansons finalement c'était celui qui a fait les meilleurs, enfin en tout cas les chansons pour moi qui restent le plus en tête de tous les Disney. T'as cité vraiment tous ceux dont je suis fan, Pocahontas, Aladdin, et même Wicked qui est sorti l'année dernière et qui sort la partie 2 là en novembre. Les chansons, enfin tu vois, elles sont incroyables. Enfin bon, il y avait le musical, enfin il y avait la comédie musicale pour Wicked avant bien sûr, mais c'est-à-dire que ce mec-là en tout cas a un talent pour les chansons et qu'elles te restent, Ah oui. tu vois, ces chansons qui te restent dans la tête. Enfin, le froid de décembre, je sais plus si c'est ça le titre exact, mais en tout cas, tu vois, tu me la mets en karaoké, je la chante parfaitement, je la connais par cœur, même si j'ai pas vu le film depuis des années. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait une volonté de concurrencer un peu Disney, tu vois, de la part de la Fox? Est-ce qu'il y avait cette petite pression, tu sentais dans l'équipe? Enfin, je sais pas si tu t'en rappelles à 12 ans, mais ce film, est-ce qu'il représentait quand même à l'époque quelque chose pour la société, la boîte de prod? Enfin, je sais pas, tu as des équipes qui travaillent dessus ou pas? Alors oui, parce que je me souviens qu'on a très peu les projections de VF, de version française. Mhm. Et là justement, Dubbing avait organisé une projection pour la version française.
Et je me souviens, on avait vu le film avant qu'il sorte. Et c'était chouette, ouais, de voir vraiment le résultat, quoi. Il était déjà mais magnifique. Tout le monde était tout le monde était enchanté en fait d'avoir travaillé sur le film et en disant mais il est magnifique, magnifique. Et voilà. Et je trouve d'ailleurs qu'il n'a pas eu enfin, il a eu du succès, mais pas autant à l'époque qu'un Disney ou alors que. Enfin, moi, je le trouve vraiment, vraiment magnifique, quoi. Ah, il est magnifique, mais c'est vrai les thématiques sont pas simples, tu vois, on fait référence à un fait historique précis, et puis en plus surtout il est assez dark, hein. Enfin, moi je me rappelle quand j'étais Ouais, il petit, y a des moments qui font Rasputin, peur, hein. j'en avais peur, enfin Ouais, vraiment peur, ouais, plus que n'importe ouais, quel méchant de ouais, Disney, enfin tu vois. Donc c'est vrai qu'il ouais, est pas, ouais. je peux comprendre en fait alors, c'est pas qu'il a pas eu un succès. Effectivement, je pense même en plus qu'il a pris. Tu sais, ça fait partie des classiques. C'est ceux qui prennent un peu dans le temps aussi, qui sont digérés finalement par les spectateurs. Mais je peux comprendre, tu vois, parce qu'il est moins accessible, j'ai envie de dire, pour un petit public, un public enfant. Et Oui. peut-être même les parents se disent, oulala, attends, Rasputin. Puis tu vois les images, tu vois, il fait danser des. Enfin, à un moment, il a toutes les parties du corps Ça fait peur, dispersées, tu vois. Donc, c'est. Enfin voilà, c'est Et des pas pour images. les tout petits, hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà, moi, c'est vraiment un de mes films de cœur et que je pourrais regarder, je pense. Mais, et notamment, et ça, je ne pourrais jamais regarder en VO, tu vois. Autant maintenant, les films, je regarde plutôt en VO, les séries aussi. Là, il y a des classiques comme ça, je ne pourrais jamais regarder en VO. Enfin, pour moi, la VS, ça fait partie du film. Puisqu'on reste encore un peu dans l'enfance, ça m'a fait rire quand j'ai vu que tu avais fait cette voix-là. C'est Mimi Géniard dans Harry Potter. Oui. Alors ça, vraiment, je savais pas du tout, mais ça m'a trop fait rire. Avant d'envoyer un petit extrait, j'ai pris un extrait d'Harry Potter 4, tu sais, quand il est dans le bain, là, et qu'il doit découvrir il doit ouvrir l'œuf pour avoir un indice sur la prochaine épreuve. Justement, ce personnage-là, enfin, en tout cas, comment toi t'es arrivé sur Harry Potter? Est-ce que, pareil, ça a été par un casting, ou est-ce que, on te connaissait un peu dans le milieu, donc on a été te chercher aussi? Et quel souvenir tu en gardes, du coup, du 2 et du 4? Enfin, je sais pas si elle revient dans d'autres films, Mimi Géniard, mais qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de ces films-là? Alors, il y a eu un casting et on est venu me chercher aussi. Parce que, en fait, la comédienne à l'image n'avait pas l'âge du rôle. Et ce qu'elle jouait était très mature forcément pour une petite fille. Et ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui soit capable à l'intention près, en fait, de reproduire ce que l'actrice faisait en version originale. Parce qu'on a vraiment fait du phrase par phrase. Okay. Avec Mimi Géniard, on l'a enregistré vraiment phrase par phrase parce qu'elle module tellement, c'est-à-dire qu'elle part dans les cris, dans les rires, dans les aigus, ensuite elle module tellement dans son interprétation qu'elle n'était pas facile à faire et pour vraiment reproduire exactement la même chose qu'en version originale, on y a passé beaucoup de temps. Ok, et toi, c'est un personnage qui t'a fait rire à faire, parce que tu dis, voilà, il y a ces variations, puis tu vois, elle fait que crier. J'ai adoré. Quasiment, tu vois, donc. Ouais, c'était un challenge à faire. C'était un challenge et je me souviens qu'on avait eu l'avant-première pour le 2. Et mais en fait, le 1 était sorti, mais ça avait eu du succès, mais c'était pas non plus comme maintenant. Ouais. Je pense que l'explosion elle est arrivée un peu plus tard et on n'imaginait pas en fait que ce serait si énorme. On se rendait pas compte en fait, on avait l'impression comme un blockbuster quoi, où quand ça sort tu sais déjà que ça va avoir un succès mais peut-être pas un phénomène. Un peu quoi. Comme les Marvel quoi. Exactement. Voilà. On pensait pas que ce serait un phénomène aussi important. Et du coup, d'avoir fait partie finalement d'un phénomène, je pense que ça, enfin je sais pas, qu'est-ce que ça va faire plaisir, tu vois, de se dire, quelque part, j'ai fait partie de l'aventure. Bon, c'est un personnage quand même secondaire, mais qui a marqué en plus, hein, à l'époque. Pareil, on parlait tout à l'heure de trucs qui fait peur. Mimi Géniard, moi, dans le 2, quand je suis petit, je fais pas le malin, tu vois, donc ça marque. En tout cas, ce que je veux dire, ça marque à l'époque. Le 2, en plus, était très sombre par rapport au premier, donc il y avait aussi une évolution dans les films. Justement, tu vois, par exemple, là, il y a la série là qui va refaire finalement chaque bouquin. Qu'est-ce que t'en penses toi finalement là ça y est, alors on peut se dire que c'est très
tôt par rapport au premier film, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est le moyen aussi peut-être de transmettre à une nouvelle génération maintenant et avec d'autres acteurs. Est-ce que tu as déjà été approché pour faire Mimi Géniard non, genre, je pense pas, mais dans la série. Mais en tout cas, qu'est-ce que t'en penses voilà, de ce renouveau un peu, tu sais, déjà par la série des Harry Potter? Rapidement, on va pas faire Alors, 3 heures là-dessus. Mais... je l'ai pas vu. Je C'est jure, c'est je pas sais encore même sorti, pas hein. si elle est sortie. C'est encore en Ah oui, tournage. voilà, c'est pour ça, d'accord. Ben, Sur le principe en fait de refaire déjà j'ai- en série, tu vois, peut-être 20 ans après les films, est-ce que c'est un peu tôt? Est-ce que toi tu dis bah non, peut-être même pour tes enfants, tu vois, non, peut-être qui n'ont pas vu les c'est films, j'en bien. sais rien. Non, si c'est bien, au contraire, mais après, il faut que ce soit de qualité, quoi. Hmm. Il y a beaucoup d'attentes, donc c'est pour refaire, et voilà, il faut que ce soit vraiment de qualité. Donc si, j'ai hâte de voir, et si au contraire ça nous emmène comme dans les univers d'Harry Potter, bien sûr. Moi, Hmm. j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter, donc Et si on te propose une voix sur je cette suis très série, attachée. tu y vas? Bah, je pense pas, parce qu'ils reprendront pas justement les voix du film en général. Bah, c'est comme les lives Hmm. One Piece. Les lives One Piece, la directive, c'était de ne pas prendre les voix de l'animé. Ah ouais, c'est Donc, directif. donc voilà. Ok. Bon bah comme ça on sait que tu ne seras pas sur la série. Du coup je Je pense pas. je mets juste un petit extrait rapide de Mimi Géniard, et puis après on va passer au gros rôle pour lequel je pense que tout le monde te connaît, Katniss Everdeen. Je ne tourne vraiment pas rond. J'essaierais de le mettre dans l'eau si j'étais toi. Mimi? Bonjour, Harry. Il y a longtemps que je ne t'avais pas vu. Je me baladais dans un conduit bouché l'autre jour et je jurerais avoir vu quelques gouttes de polynectar. Tu n'as pas recommencé à faire des bêtises, hein, Harry? Du polynectar? Je n'en prends plus. Mimi, tu as bien dit que je devrais essayer de le mettre dans l'eau. C'est exactement ce qu'il a fait. L'autre garçon. Le très beau garçon. Cédric. Du coup voilà, c'était pour l'extrait donc de Mimi Géniard, et effectivement en plus là c'est un moment, la séquence que j'ai prise, c'est un moment où en fait elle crie pas justement, elle est vraiment en mode un peu séductrice avec Harry dans le bain, tout ça. Enfin c'est une autre facette. En plus ça devait être un peu plus drôle aussi à jouer. Pour passer maintenant effectivement à l'autre blockbuster, alors là t'as fait partie effectivement, alors peut-être pas autant un phénomène, mais quand même une série de films qui ont quand même marqué à l'époque et qui ont très bien fonctionné il me semble, jusqu'au dernier. J'ai plus de souvenirs des box-office, mais en tout cas ça a pu aller à son terme, cette saga. C'est les Hunger Games. Katniss Everdeen, District 12. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on découvre Jennifer Lawrence, hein. Je me souviens plus si à l'époque elle était déjà un peu connue ou pas, mais il me semble pas. Non. Voilà, pareil, cette expérience, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Est-ce que tu avais déjà tourné... Bah non, du coup, est-ce que tu avais peut-être déjà doublé Jennifer Lawrence avant, mais je suis pas sûr. Et Non. donc c'est ça qui a lancé voilà, le fait que tu doubles... Parce que maintenant, j'ai l'impression que c'est toi officiellement qui double que Jennifer Lawrence, non? Oui, depuis Hunger Games. Eh bien, c'est Daniel Perret qui m'avait mis sur les essais de Jennifer Lawrence, et c'est elle aussi qui, pour Florence Pugh, Yelena, dans les nouveaux Avengers et Black Widow. Et j'ai commencé dans Midsommar, Florence Pugh. et Jennifer Lawrence, oui, c'est vraiment elle. Et j'ai tout de suite, en fait, il y a une connexion tout de suite avec cette actrice. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres où
je vais avoir un peu de mal à. Il va me falloir un temps avant de vraiment rentrer dans leur personnage ou rentrer dans leur. Parce qu'ils ont pas tous le même débit, Mm. pas toute la même façon de jouer. Et notamment, par exemple, Sophie Turner, il me faut un petit temps avant d'analyser son jeu, de décrypter ce qu'elle joue, voilà, et de me l'approprier. Mais c'est vrai que Jennifer Lawrence, il y a tout de suite, pour moi, c'est évident en fait. C'est vraiment une rencontre parce que il y a une connexion, il y a un truc quoi. Mm. Et ça, tu le dirais par rapport à quoi? Ouais, par rapport à son jeu ou parce que tu sens une sensibilité Ouais, par peut-être rapport à ce qu'elle joue, ouais. par rapport à ce qu'elle joue et que je comprends tout de suite ce qu'elle joue, que j'arrive à le retranscrire. Et c'est pas comme ça sur toutes les comédiennes. Parfois, on a un peu, voilà, c'est pas comme ça sur toutes les comédiennes. Il y a vraiment une connexion, quoi. Et est-ce que son jeu a évolué au fil des films, en tout cas de la saga Hunger Games, et même après, est-ce qu'il y a des films, par exemple, sur lesquels elle t'a un peu surprise, ou t'as dû un peu plus t'adapter peut-être à son nouveau rôle, enfin, tu vois, est-ce que t'as un souvenir de ça? Oui, déjà tout de suite après Hunger Games, c'est-à-dire elle a joué American Bluff. Oui, c'est Où vrai. là, elle jouait une mère totalement alcoolique, pas du tout. Elle a complètement cassé son image après Hunger Games. Donc déjà là, en fait, et en fait, tous ces rôles, je trouve que, après, il y a eu Happiness Therapy. Excellent. En fait, elle est différente sur chaque, même Red Sparrow. Alors, elle est différente en fait sur chacun de ses films. Passengers, c'est vraiment mon préféré. Ok. Passengers, ça, j'ai adoré. Et elle est différente à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Qu'est-ce que je vais devoir jouer cette fois-ci? Parce qu'à chaque fois, elle a notamment une scène où elle est totalement incroyable. Elle est toujours incroyable tout le long du film, mais il y a certaines scènes où il faut s'accrocher vraiment pour la suivre. Et à chaque fois, je me dis, bon, alors, quand est-ce que ça va arriver, là, ce moment Et donc voilà. Et à chaque fois, t'as plaisir à la retrouver, tu vois, quand on dit, tiens, il y a un nouveau film avec Jennifer Lawrence, du coup, ce sera pour toi. Est-ce que t'as hâte? Est-ce que t'es pressé de voir le film, enfin, de voir le rôle qu'elle va jouer? Enfin, tu vois, c'est toujours un plaisir? Oui, toujours un plaisir. C'est vrai que le challenge, c'était très... C'était bien aussi de la retrouver dans ce genre de rôle. Dans ce genre de rôle. Après, je crois qu'elle était productrice aussi du film. J'ai été un peu mitigée au niveau du scénario. Je pense que ça aurait pu être encore plus drôle, je pense. Mais après... Attends, tu parles de quel film là? Du challenge. Du challenge, pardon, ok. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. Oh non, pas un téléphone. Au secours, aidez-moi, on me filme. Vous avez vu Percy? Oh ouais, mamacita. T'as quel âge? 23 ans. Oh putain, t'es super vieille. Le prenez pas mal, il adore les cougars. Moi, mon truc, c'est les tigresses. Si t'es branché fauve, fais-toi ton pote, tu vas kiffer. Ouais, j'étais un peu mitigée parce que c'est... Voilà, je pense que ça aurait pu être encore plus drôle. Après, c'était bien de la retrouver dans des comédies. Parce que ça la change vraiment de style. Mais mon favori reste quand même Passengers. Moi, je dirais plutôt Happiness Therapy, mais après, dans tous les... Et Happiness, oui. 3 premiers, quoi. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, alors je sais pas si du coup c'est toi qui lui donne cette sensibilité dans la voix à chaque fois, à chaque fois. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime dans ces films et dans ces rôles, c'est qu'il y a toujours une scène, et Florence Pugh l'a un peu aussi, mais moins sur du Marvel, mais quoique. Tu sais, c'est ces scènes en fait où je sais pas comment dire, mais peut-être c'est toi qui le joues en fait, tu sais, il y a pas beaucoup de mots, beaucoup de silence, et tu sais, des silences entre les mots, et en fait, je sais pas, on sent une sensibilité, tu vois, après on va parler effectivement de L'amour au présent, et pareil, c'est un film, voilà, c'est fort, et puis voilà, qui parle de beaucoup de choses, et d'amour, et de deuil, et de tout ça, mais tu vois, c'est cet amour naissant, tu vois, ces amours naissants, ou alors cette sensibilité qui transparaît entre les mots presque, tu vois ce que je veux dire, dans les pauses, dans les machins, et je sais pas si c'est toi qui le joues, ou il faudrait que je fasse gaffe en VO, mais moi, c'est des scènes où justement, j'arrive
j'adore en fait l'écouter. Enfin, du coup, j'adore t'écouter toi. Cette voix qui, tu sais, presque un peu timide, un peu, tu sais, qui a du mal à sortir. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais je trouve que ça, c'est assez constant. Alors, peut-être pas dans, je me rappelle plus dans Red Sparrow, tu vois, mais dans Happiness Therapy, c'est sûr. Dans le challenge, il y a des petits moments aussi comme ça avec le personnage en face. Enfin, même dans Hunger Games, il y a ces passages-là. Donc, moi, c'est vraiment à chaque fois des scènes où j'aime bien, tu vois, le poser, où il se passe pas grand-chose, mais où ça parle. Et finalement, tout passe par le silence presque, tu vois. Je travaille pour Weetabix. Les céréales du petit-déj. L'entreprise possède aussi Witos, Alpen, Red Break, mais ouais. Waouh. Vous devez avoir un très bon transit. Oui. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis chef. / restauratrice. Quel genre de cuisine vous faites? Moi, je revisite à ma façon des plats alpins classiques, donc on pourrait dire anglo-bavaroise en gros. Si, totalement. On Bon, essaie c'est en le fait projet. de vraiment de. Bah, de toute façon, on se remet dans le même état. Hein. On essaie vraiment de retrouver exactement le sentiment. Donc, Et ça, elle le fait en VO. C'est pas toi qui lui apporte ça en plus. Enfin, bah non, on peut-être. se l'approprie, c'est-à-dire qu'on analyse la scène et après on la ressent. Donc en fait, toute l'émotion, elle passe à travers notre voix. Donc oui, c'est nous, quoi. On amène en fait un bagage, on amène notre expérience de vie, on amène notre sensibilité. Et voilà. Surtout, on va en parler après, mais par exemple, comme l'amour au présent, je pense que ça fait partie, avec Hunger Games, de mes deux vraiment favoris. Parce que j'ai beaucoup donné sur ce film qui n'a pas été facile à faire. Et voilà, et toutes les émotions sont vraies en fait. Tout ce qu'on a joué avec Donald, c'est vraiment on n'a pas triché. Ça a été ressenti. C'était très difficile en fait émotionnellement sur le plateau. Heureusement, j'étais bien entourée avec Donald, avec Barbara. Je pouvais pas rêver mieux comme équipe. Donc je pense que si ça avait pas été eux, je pense pas que que j'aurais pu me lâcher autant en fait sur ce rôle. Voilà. Toi, ce film voilà qui est sorti donc cette année, et alors je sais pas s'il a eu j'ai pas l'impression qu'il a eu un grand succès, c'est pas du tout été un phénomène, mais c'est un joli film. Moi c'était je crois que c'est même le premier film que j'ai vu de 2025. J'en avais fait d'ailleurs la critique sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Et moi c'est vrai qu'il m'a touché, mais vraiment beaucoup touché. Florence Pugh, moi c'est une actrice que j'aime beaucoup et je pense que ça devient petit à petit une de mes, voire mon actrice préférée en fait, chaque film qu'elle fait, alors les Marvel peut-être à part, et quoique je l'ai beaucoup aimé dans le dernier, là c'était quoi, New Avengers, Thunderbolts, voilà. Je trouve que justement, elle a encore réussi à apporter même aussi une sensibilité et ce côté dépressif dans le film. Mais par exemple, Midsommar, alors, film que je ne reverrai plus jamais de ma vie parce que ça m'a traumatisé. Ah ouais. Mais des films incroyables, un film d'ambiance et je sais pas si c'est horreur, mais thriller, horreur, ambiance. Et je crois que c'est un de ses premiers rôles aussi. Florence Pugh, comment tu l'as découverte? Comment tu évolues avec elle aussi et ses rôles? Je sais pas si elle est facile à jouer justement par rapport à une Jennifer Lawrence. Parce qu'elle est quand même un poil plus subtile dans certains rôles, Florence Pugh, j'ai l'impression. Comment toi tu arrives à travailler avec elle? Elle est pas facile, elle est pas facile à doubler. Ce que j'aime, c'est qu'elle propose vraiment des choses étonnantes. Là où on l'attend pas, en fait. Elle a vraiment, je trouve, des propositions d'interprétation super. On s'y attend pas.
À chaque fois, je trouve qu'elle nous surprend. Et pour Midsommar, en fait, c'était la première fois que je la doublais, et c'est donc justement Daniel Perret qui m'a mise dessus. Et à l'époque, quand elle avait des scènes à jouer incroyables, et je lui avais dit non mais elle, c'est sûr, ça va devenir une star. Et moi, quand j'ai vu Midsommar, et je déjà, lui ai je me dit, suis dit ça aussi. Quand j'ai vu Midsommar, je me suis dit, elle, Ah ouais. c'est sûr, enfin, il faut qu'elle revienne. Je savais pas qu'elle Ouais. allait revenir, mais il fallait qu'elle revienne. Tu vois. Ouais. Et voilà. Et donc après, j'ai doublé dans plein de films comme Don't Worry Darling. Enfin, j'en ai fait plein. Les 4 filles du Docteur March. Bon, j'ai moins. J'ai moins. Et bon, c'était bien aussi, mais bon, j'ai bien aimé Don't Worry Darling parce que Incroyable ce film aussi. je savais pas où on allait. Ouais, totalement. J'ai compris vraiment qu'à la fin, quoi, parce que j'ai comme tout le cherché monde. tout le long en fait du film. Et je me demandais vraiment. Et par contre, j'avais vu en projection du coup avant de l'enregistrer parce que, en fait, certains films, je les vois quand ils sont un peu compliqués. Hunger Games, je l'avais pas vu avant, mais quand il y a des films un peu compliqués, j'ai la projection. Et ça, celui-là, alors là, je me dis, enfin, je me demandais, je me dis, mais où ça va J'arrivais pas du tout à comprendre. Et voilà. Et donc, je ne spoil pas, parce que c'est vraiment un film à voir. Et Florence Pugh, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a emmené vraiment de la fraîcheur. Même dans Black Widow, je trouve qu'elle change des super-héroïnes, les stéréotypes qu'on a. J'espère qu'elle changera pas et qu'elle restera comme elle est. Parce que je sais que l'industrie Hollywood, c'est très... il faut rentrer dans des cases, quoi. Mais j'espère qu'elle changera pas parce que je trouve qu'on s'identifie à elle, justement. C'est ce qui fait qu'on s'identifie à elle parce que c'est pas la blonde hyper mince. Donc j'aime bien en fait ce qu'elle propose et j'aime bien qu'on puisse s'identifier à elle. Voilà. Mais c'est vrai et ça on peut rejoindre aussi avec Jennifer Lawrence, c'est-à-dire que les deux, enfin en tout cas Jennifer Lawrence surtout à l'époque, en plus elle s'est faite critiquer pour le coup pour son physique à un moment donné et tout, et mais justement, et moi j'avoue au début, mais c'était pas, alors pour le coup c'était pas du tout physique, mais c'était pas quelqu'un que j'appréciais, enfin tu vois au tout début c'est pas une actrice que j'appréciais, et j'ai appris justement peut-être à l'avoir évolué aussi, voir d'autres rôles, et même si j'aime beaucoup les Hunger Games, mais je sais pas, c'est plus les films en général, enfin ces films là où des fois il me manquait des choses, mais bref, mais les deux ont un peu ce point commun, c'est vrai d'avoir ce côté accessible, enfin tu vois, dans le côté physiquement elle ressemble à, tu vois, ça pourrait être ta pote, une pote ou quelqu'un que tu rencontres dans la rue, mais avec effectivement et avec ses forces de caractère, alors Jennifer Lawrence peut être un poil plus sensible dans ses rôles, mais Florence Pugh, tu sens à chaque fois effectivement une force de caractère, tu vois, même dans effectivement Don't Worry Darling, tu vois, c'est pas une femme qui se laisse faire, enfin des fois elle subit des choses, mais tu vois, elle est tout le temps en réaction, elle agit, elle réfléchit, et voilà, elle défonce des portes, parfois même littéralement dans ce film aussi, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et pareil, même dans Thunderbolts, tu vois, c'est elle qui prend des fois les choses en main aussi. Elle a quand même cette force. Midsommar aussi. Alors je l'ai pas vu, je l'ai vu à sa sortie, donc il y a un petit moment, mais il me semble que c'est elle aussi à un moment qui commence à se poser des questions et qui développe un peu le récit. Enfin, c'est vrai qu'elle a cette force aussi de caractère, et effectivement, et du coup c'est pour ça qu'on l'a su, parce qu'en fait on se dit ouais, ça pourrait, franchement moi je connais des filles voilà autour de moi qui ont exactement ce caractère là, et je les, enfin tu vois, je pourrais très bien les voir à sa place. Donc c'est vrai que t'as raison là-dessus, elle a ce côté accessible, enfin oui, accessible, et effectivement bon, je pense pas j'espère pour qu'elle le perdra pas, mais je pense que ça fait un peu sa marque de fabrique aussi, tu vois, de ces femmes de caractère, et on y arrive là petit à petit, on a ces personnages-là de plus en plus au cinéma, ou en tout cas, comment dire, les scénaristes aussi écrivent de plus en plus ce genre de personnages. Justement, alors ça fera aussi une transition par rapport à Sophie Turner. Alors je sais pas si elle t'a beaucoup marqué dans ta carrière, on va dire, mais en tout cas Game of Thrones, ça a été pour le coup aussi un gros phénomène. Sophie Turner, du coup, Sansa Stark, de par l'évolution de son personnage et sa trame aussi. Du coup, il me semble, tu l'as doublé de toutes les saisons, non ? Depuis qu'elle était dans les saisons.
pareil, alors est-ce que toi, parce qu'au début, les gens se disaient un peu, bon, c'est un personnage qui sert à rien. C'est vrai que j'ai revu la série il y a 1 an, je m'étais refait toutes les saisons, et c'est vrai qu'au début, bon, tu dis, bon, elle sert pas à grand-chose, mais après, effectivement, ça devient très intéressant. Et toi, comment tu as vécu cette période-là? Est-ce que, pareil, en fait, quand on en parle, ça fait quand même 3 blockbusters, on va dire, 2 phénomènes, Harry Potter et Game of Thrones. Donc t'as quand même, dans ta carrière, tu as quand même fait des super projets. Game of Thrones à l'époque, comment tu l'as vécu? Est-ce que pareil, il y avait, je pense, peut-être une pression, en tout cas au fur et à mesure des saisons, peut-être avec le succès grandissant? Comment tu le gardes en souvenir? Est-ce que ça a été un bon souvenir pour toi? Alors oui, ça a été un bon souvenir pour moi. À la fin, c'est vrai qu'on avait, c'était un peu galère parce qu'on avait, en fait, ça sortait, on enregistrait juste avant et ça sortait toutes les semaines. Ou je sais plus. Enfin, ouais, on avait vraiment un épisode. Ouais, c'était rapide. La semaine d'après, ça sortait. Donc on était un peu liés. C'était pas très pratique en fait, parce que si on avait d'autres projets ou si on n'était pas à Paris ou autre, c'était un peu galère parce que du coup on devait être là pour les enregistrements pendant une période assez longue. Donc ça c'était un petit peu c'était un peu la contrainte quoi à la fin. Mais dans l'évolution, oui, j'y ai même, au début, on avait envie de se dire mais réveille-toi quoi, lui dire mais réveille-toi Et ça, toi, voilà. est-ce que c'était chiant à jouer du coup? Est-ce que du coup tu disais bon, c'est pas ce qu'elle me donne, enfin ce qu'elle fait, c'est pas non plus très intéressant. Je préférais aller faire la guerre comme les autres à côté. Enfin, je sais pas, tu vois. Bah non, parce qu'en fait, on se demandait où allait évoluer le personnage, s'ils allaient vraiment la faire évoluer. Enfin, on savait pas bien. Où on s'est dit bon bah s'il y a cette direction-là, c'est que il va y avoir une issue ou pas. Enfin, on n'en sait rien quoi. Où ils vont est-ce qu'ils vont faire évoluer ce personnage ou pas du tout. Et en fait, au début, elle avait pas grand-chose. Il y a même une saison sur laquelle je suis pas venue du tout enregistrer. Ah ouais? Elle parlait pas? Bah oui. Non, elle parlait pas. Donc on la voyait, on l'entendait. Il y avait genre des réactions, mais je n'ai pas parlé. Il n'y avait pas de mots. Donc du coup, je ne suis pas venue enregistrer. Ils ont tout gardé en VO puisqu'il n'y avait pas de mots. Bah oui. Voilà. Donc on la voyait à l'écran, mais elle parlait pas. Il ne s'agit pas de ce que je veux, mais de ce que l'honneur me dicte. Qu'est-ce que l'honneur te dicte? De défendre ma famille contre ceux qui pourraient lui nuire. De défendre le Nord contre ceux qui pourraient nous trahir. Et justement, ça Voilà. c'est peut-être aussi bien de rappeler que, en fait, il me semble, hein, tu me dis si je me trompe, mais vous êtes payé aux phrases, non? Enfin, un truc comme ça, c'est... Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Au mot, en fait. Donc, Ouais. Voilà. Donc, si elle parle pas, bah, je ne viens pas enregistrer. Hein. Et pour avoir une idée, enfin, je sais pas, Vu ça qu'elle est à représente quoi? l'image, mais, Un mot 10 euros, c'est quoi? C'est... un mot en français. Ah non, en fait, non, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment un comptage Ouais. de tant de mots égale une ligne. Et après, en fait, c'est comme une sorte de base, quoi. Voilà. Ouais, parce que alors je sais plus c'est qui justement peut-être avait, alors je sais plus si c'était sur un Harry Potter ou quoi, et quelqu'un, enfin il va aussi une voix off et quelqu'un avait dit bah tiens t'avais dû bien gagner, tu vois, enfin tout le monde en tout cas disait que tout son entourage pensait qu'elle gagnait super bien sur je sais plus si c'est Harry Potter mais il me semble, et en fait elle disait bah pas vraiment, en fait ça se trouve j'ai eu le plus petit cachet de tous parce qu'en fait mon personnage dit 3 mots dans tout le film, tu vois, et que du coup bah elle est dans le film mais en fait le personnage dit pas beaucoup de choses, donc du coup elle est pas payée cher. Non, 3 mots c'est considéré comme pas un rôle, quoi. 3 mots c'est une ambiance, quoi. Je dis 3 mots mais c'est peut-être exagéré, mais pas beaucoup, oui, quoi, voilà. tu vois, une scène. Non, oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment les rôles principaux qui plus on parle, plus on est présent, plus on parle et bah forcément, c'est comme j'ai envie de dire, c'est un peu comme en tournage, hein, c'est pareil. Hein, les rôles principaux sont mieux payés que les rôles secondaires ou voire figuration. En fait, c'est un peu comme si on a 3 mots ou quelques, c'est un peu payé comme de la figuration, quoi, en doublage. Voilà.
Ok, bah, du coup on a fait les films, les séries, et alors après il y a plein, vraiment aller voir le résumé, le CV, la filmographie, je sais même pas comment on peut dire ça, si filmographie je pense, et sérigraphie de Kelly sur internet, vous la trouvez assez facilement, et franchement il y a même Ghost Whisperer, enfin il y a tellement de séries, il y a, je sais plus, Esprit criminel, enfin il y a des trucs, en fait il y a toutes les séries je pense. À la maison. Voilà, tout à fait, toutes les séries et films que sûrement vous avez vu déjà, elle est au moins, enfin, quasiment tous dedans. Mais du coup, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est peut-être de parler un peu de jeux vidéo. Je sais que c'est pas trop le but de la chaîne normalement, mais moi, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, même les deux, enfin, le numéro 1 et le numéro 2, Et on c'est n'a pas parlé de manga non plus. Hein. Et on n'a pas parlé de manga, mais ouais, alors j'avoue que ça, c'est moins ma sensibilité. Mais enfin voilà, pour les gros, enfin, sur lesquels gros animés tu as travaillé peut-être. Ah bah One Piece. One Piece, Nami. bon, voilà, tu vois. Genre... Nami, Mira Jane dans Fairy Tail. J'en ai fait tellement. Si tu tends l'oreille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le tombeau des Lucioles aussi. Okay. Tombeau des Lucioles. Et plus récemment, Asbin Hotel, Lutte et Oshinoko Kana. Sûrement. En tout cas, pour les fans d'animé, voilà, bah, ce sera le petit passage. Il n'y aura pas beaucoup, mais ce sera le petit passage pour vous. Donc voilà, bah, c'est Kelly qui fait tout ça. Et justement, tu parlais de One Piece et tu disais oui, ils ont consigne de ne pas reprendre les voix qui ont fait l'animé. Est-ce que tu as vu la version Netflix du coup? Est-ce que tu l'as apprécié? Pas du tout. Tu trouvais ça trop édulcoré? J'en sais rien. Enfin... Alors, j'ai commencé le premier épisode et j'ai pas fini, mais pas parce que je voulais pas, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Ok. Tu t'es jamais remise. Mais ça avait l'air chouette. Non, bah j'ai pas eu le temps, mais j'y m'y serais bien mise parce que ça avait l'air chouette. Donc si, c'est dans ma to-do list. En plus, il y a la saison 2 qui arrive en 2026, début 2026. Donc, ce sera l'occasion de rattraper. Et puis, bien sûr, on en parlera sur la chaîne. On va avancer un peu, du coup, effectivement. Je parlais de Death Stranding surtout. Parce que moi, voilà, les deux jeux, moi, je les ai adorés. Hideo Kojima, toi, tu as joué. Alors, tu peux me redire le nom j'ai toujours peur de l'écorcer. Hayley Quatley. Margaret Quatley. Tu vois, déjà, bah oui, je sais pas pourquoi j'ai Hayley. Margaret Quatley, effectivement. Du coup, qui joue un personnage assez important, en plus, dans le premier volet. Mama, voilà. Pareil, je veux un petit extrait, puis on en parle rapidement après, puis après on finira avec la formation d'Upschool. Et ça recommence. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle a tellement peur. Regardez-la. Peut-être que l'autre côté veut la reprendre. Peut-être que c'est elle qui veut y retourner. On ne peut pas continuer comme ça. C'est tout ce que je sais. Vous me racontez ce qui s'est passé. Elle allait naître. J'étais à l'hôpital, j'attendais la césarienne. Et l'attaque terroriste a eu lieu. Et donc, en général, bah, ça s'entend quand on triche pas, on n'essaie pas juste de reproduire l'émotion, on essaie vraiment de la vivre quand on joue. Donc oui, c'était des belles scènes à jouer. Je me souviens que sur Death Stranding, on a eu 2 animatiques. C'était justement ce moment-là avec Lockne. On a eu l'animatique et un autre petit passage, mais c'était vraiment très court, hein, parce que c'est quelques secondes. C'est même pas des minutes, quoi. Mais c'était chouette de pouvoir mettre une image, parce qu'on ne sait pas vraiment comment c'est fait, quoi. Et de quoi on parle. Et là, c'était chouette de pouvoir vraiment mettre un contexte et voir comment la scène se passait. Ça aide en tout cas pour le jeu. Ouais, mais surtout que là c'était c'est un jeu particulier, quoi. Et un mot aussi très rapide, voilà, je sais que t'as pas beaucoup de temps encore peut-être à m'accorder, on va essayer de faire assez rapidement, mais pendant qu'on est dans le jeu vidéo, t'as aussi joué Dina de The Last of Us Part 2, du coup, partie 2. Pareil, alors un jeu qui a divisé, mais bon, c'est pas le sujet, mais un joli rôle aussi, je trouve, enfin vraiment, qui face à Ellie,
pour ceux qui ont vu déjà la série, en tout cas, vous comprendrez. Et puis, dans le jeu, vraiment, ça va assez loin. Maintenant que je l'ai fini, parce que jusque-là, j'avais vu la série, mais j'avais pas encore fait la deuxième partie du jeu vidéo. Ce rôle-là, toi, qui est très... Alors là, on est vraiment dans beaucoup d'émotions, on est dans un amour entre Ellie et Dina. En plus, je sais pas, le jeu est sorti, donc on peut spoiler un peu, mais en plus avec cette maternité qui arrive et tout ça. Et puis la fin, voilà, qui est tragique et qui est triste. Voilà. Là, est-ce que pour toi, on s'approche presque d'un rôle de cinéma? Est-ce que, peut-être qu'on aurait pu le rapprocher avec Death Stranding, mais c'est un peu particulier. Mais là, sur ce type de jeu-là, où il y a vraiment des scènes longues, enfin, je veux dire, de jeu, il y a beaucoup de dialogues. Est-ce que pour toi, là, même si peut-être t'avais pas les images à ce moment-là, dans les intentions, on se rapproche quand même du film, pardon? Si, totalement. Il y avait du budget sur The Last of Us 2, donc on a eu de la qualité. C'était chouette parce qu'on avait les images. Et ça change tout. Parce que justement, on travaillait comme comme un film. En fiction ou comme un film, quoi. Donc du coup, on a pu vraiment soigner les parties de jeu entre Ellie et Dina et voir vraiment ce qui s'y passait. Et ça change tout. Ça change tout, en fait, d'avoir les images et de voir comment la scène se passe. Ça change tout. Donc, on a pu y mettre encore plus d'émotion qu'un jeu où on a juste des audios, quoi. Et la scène, tu sais, de danse qu'on découvre finalement à la fin, on en parle tout le long du film, c'est qui est drôle, c'est qu'on te parle d'une soirée, mais on ne la voit jamais, sauf à la fin. Et ça, dans la série, on la voit aussi. Cette scène de danse et puis de premier baiser entre les deux personnages, Dina et Ellie. Est-ce que à jouer, ça a été un beau moment aussi à faire? Enfin, il y a le dialogue est très beau, en tout cas, c'est très bien écrit. Tu vois, ce côté, c'est toi qui devrais, enfin, eux devraient avoir peur de toi. Enfin. Quand tu l'as joué, voilà, est-ce que ça a eu un petit truc particulier à ce moment-là? Alors, j'avais pas Adeline. Adeline n'était pas faite encore. Ok. Ah bon, c'est dommage. Ouais. Adeline n'était pas faite puisque. C'est encore plus fort d'avoir réussi à mettre de l'émotion du coup. C'est chouette, puis on se connaît bien avec Adeline, donc du coup, je l'avais un peu dans l'oreille. Je lisais ses phrases et je m'imaginais en fait comment elle allait le faire. Mais oui, j'avais pas Adeline en jeu vidéo, on enregistre toujours seul. Jamais jamais à deux. Donc parfois quand l'autre est fait avant, c'est cool parce qu'on l'a dans le casque, mais là pour le coup c'était toute seule. C'était l'inverse, du coup, celle qui t'a eu dans le casque et qui a pu jouer en fonction de toi. Ouais. Donc, mais c'était chouette, c'était vraiment des belles scènes et voilà, et d'avoir l'image, ça change vraiment tout, ouais. Ok. Allez, on finit assez rapidement. Du coup, je voulais quand même qu'on dise un mot, enfin que tu puisses nous dire un mot aussi sur Dub School, donc formation de doublage que vous avez lancé avec, pardon, dis le nom prénom. Alors Dorothée, excuse-moi. Dorothée Pousseau. Là, avec les noms, on a tellement dit de noms d'actrices et de comédiens que j'en perdais. Donc, effectivement, Dorothée Pousseau. Donc, toutes les deux, vous avez monté cette école, cette formation de doublage. Alors là, toi, tu le vois pas, mais j'ai mis une image où écrit le doublage pour les pros par les pros, Dub School. Tu peux voilà, on en a parlé un petit peu au début. Tu peux nous la représenter un instant et puis en tout cas dire voilà un peu vous, c'est quoi votre motif, un peu votre leitmotiv avec cette formation. Alors, avec Dorothée, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ce métier, même plus de 35 ans qu'on fait ce métier. Hein. Et on avait envie de transmettre, de former comme on a été formé et de dénicher aussi des nouveaux talents. Donc, c'est une formation qui est pour les débutants comédiens ou comédiens. Puisqu'il faut vraiment avoir la base de la comédie, une formation théâtrale, donc avoir pris des cours de théâtre. Et voilà, et c'est aussi pour ouvrir un peu les portes de ce métier et rendre accessible des opportunités de rencontrer des directeurs artistiques de doublage et de s'y former. Et donc voilà, on a la formation qui est à Paris, à Cannes et qui a ouvert à Los Angeles et à Londres. Mais là, cette fois-ci, c'est pas en français, c'est en anglais.
Et on viendra pour une session spéciale à La Réunion en mai. Ok. Voilà, donc les dates seront bientôt annoncées sur l'Instagram de Dub School ou sur nos Instagram avec Dorothée. Et voilà, donc il y aura on viendra en fait vraiment pour 5 jours spécial à La Réunion et puis voilà, et on est très contente de découvrir des nouveaux talents. C'est nos poulains, donc on est contente quand ils retravaillent derrière, quand on les lance, et puis voilà. Bah super, en tout cas voilà, s'il y en a qui sont intéressés, peut-être qu'ils peuvent aller se renseigner effectivement sur le site internet ou sur ton Instagram, donc Kelly Marot, et puis sur celui de Dorothée. Et s'il y a des Réunionnais voilà, qui sont soit dans le chat, soit sur la chaîne et qui voient cette vidéo, et bien n'hésitez pas bien évidemment à être présent du coup, pareil à suivre Kelly pour savoir quand est-ce qu'elle va passer voilà, sur l'île et pour une convention et puis pour la formation, pour montrer un peu. Et est-ce que, parce que tu vois ici à La Réunion, il y a une école d'animation 3D par exemple qui travaille d'ailleurs sur des gros films, tu vois des blockbusters, ils font certaines scènes, tu vois, ils font pas faire, mais ils ont fait notamment aussi la série Les Schtroumpfs qui passe, je sais pas si elle passe encore, mais qui passait sur TF1 en animation 3D. Ah oui, j'ai vu. Ils ont travaillé sur Zombilenium, je crois, enfin tu vois des films d'animation. Bah c'est moi. C'est toi? Bah tu vois. Zombilenium, bah, la voilà. chaîne. Et bah ils ont bossé entre autres, alors je sais pas, peut-être pas tout le film, mais des séquences. Donc il y a une vraie école d'animation et qui gagne des prix, qui a déjà gagné des prix sur certains films. Est-ce que, je sais pas, tu vois là t'as parlé de Los Angeles, Londres, tout ça, est-ce que typiquement une île comme La Réunion qui se développe quand même sur l'audiovisuel par exemple, est-ce que potentiellement, je dis pas que ça va se faire, mais est-ce que ça pourrait être intéressant, tu penses, pour une formation, tu vois, d'ouvrir une antenne dans l'océan Indien, qui a peut-être tu vois, l'Afrique du Sud à côté, qui a un accès peut-être à d'autres pays, mais est-ce que pour toi ça pourrait sembler un projet intéressant un jour, ou c'est trop niche et pour vous visez quand même des gros tu vois, Los Angeles quoi. Tout dépend du nombre de comédiens en fait. Ouais. C'est je ne sais pas, j'ai pas vraiment de notion de combien il y a de comédiens à La Réunion. Et c'est ça l'important en fait, c'est avoir vraiment un noyau. Donc je sais pas, c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs quand on sera sur place en mai. Ouais. Et parce que j'ai aucune idée du nombre de comédiens sur place. Donc là en mai, elle va venir faire une petite étude de marché à La Réunion, et elle va voir un peu voilà, est-ce que c'est viable, pas viable, machin, tout ça. Donc non mais c'était une question comme ça, c'est juste que en vrai il y a des talents, et puis même en fait souvent les talents souvent s'exportent entre guillemets, viennent en métropole, mais enfin tu vois t'as du Manu Payette, bon peut-être pour les plus anciens Sébastien Follin. Après en comédien vraiment, il y en a des fois je sais même pas qu'ils sont réunionnais, tu vois, il y en a c'est pas quelque chose qu'ils vont forcément dire comme ça, tu vois. Moi, Manu Payette, pour te dire, moi avant que je vienne à La Réunion, je savais même pas qu'il était réunionnais, tu vois, genre c'est vraiment, je sais même pas si c'était une notoriété publique, je sais pas sûrement, mais voilà, mais ouais, il y a des talents, en tout cas il y a une force vive, tu vois, qui fait des courts-métrages, qui fait des films, qui fait des séries. T'as une série qui passe sur France 3 chaque année, qui s'appelle OPJ et qui se tourne ici à La Réunion. Donc vraiment t'as un petit vivier, et en tout cas c'est vachement mis en avant, tu vois, l'audiovisuel. Là ils vont faire même une petite comment ça s'appelle, une maison du cinéma, un endroit de la ville, enfin de l'île. Donc il y a vraiment une volonté, je pense, de développer ça. Je dis pas qu'il faut que tu viennes t'installer ici avec Dub School, mais en tout cas je pensais à ça parce qu'effectivement il y a cette école d'animation qui progresse et qui fait aussi de belles choses. Oui, peut-être, si justement c'est pour ça qu'on fait une édition spéciale. C'est vraiment pour pouvoir donner la chance de venir justement faire la formation, parce que c'est pas accessible à tous, vu qu'elle est à Paris, enfin à Cannes, mais pas partout. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était pas mal de pouvoir ouvrir les portes et donner une petite chance
aux Réunionnais. Très bien. Bah, en tout cas, Kelly, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé un peu ton expérience, ta carrière, nous expliquer un peu voilà, en quoi ça consiste, comment ça marche. Franchement, c'était hyper intéressant. En plus, tu as une carrière tellement riche et en plus de films et séries marquants que du coup, c'est encore plus intéressant forcément de se replonger là-dedans. Est-ce que tu as des projets en ce moment? Est-ce que tu travailles actuellement sur un projet secret? Tu veux pas trop en parler? Enfin, qu'est-ce qui se passe un peu en ce moment dans ta vie, dans ta carrière? Bah oui, plusieurs, plusieurs projets secrets, mais malheureusement. Mais vous comprenez, je peux pas en parler. Bah ouais, parce qu'on signe des clauses de confidentialité comme ça. Ce qui est drôle, c'est que souvent, quand j'explique comment ça se passe en plateau, en fait, avant de rentrer sur un plateau de doublage, on a un QR code qui nous est propre, on passe un portique et ensuite, c'est les studios donc, où on enregistre les films cinéma sont à reconnaissance rétinienne. Ah oui. Donc, je savais pas que ça existait. C'est ça. Donc, si. Donc, c'est vraiment comme dans la fiction. et voilà. Donc, c'est très, très, très protégé. Mais c'est bien, au moins, ça te met un peu dans le bain avant d'aller faire un James Bond ou un Mission Impossible. T'es déjà un peu dans le bain du film, quoi. Ah bah là, totalement. Et donc voilà, donc on n'a même pas le droit, en fait, même nous, d'annoncer qu'on est sur un projet, rien que même de le dire. Il faut qu'on attende que notre voix soit diffusée ou que ce soit sorti sur Internet. Par exemple, Dune, je l'avais vu en décembre. J'ai eu le film en décembre, il est sorti en mars. Et je n'avais absolument pas le droit de dire que j'étais sur le projet. Et, donc il faut vraiment qu'on attende que ce soit annoncé, mais on ne doit rien dire, donc on est très briefé là-dessus. Mais genre, je sais pas, ton conjoint ou ton mari, tu as le droit d'en parler ou pas du tout, genre même à la maison, un peu en mode agent secret? On est censé même pas le dire à la maison. Ouais, on est censé même pas le dire pour pas que ça fasse téléphone. Ah oui, qu'aaprès ça se répète dans un dîner et puis machin. Ok. Donc on ne peut même pas dire, on doit rien dire du tout. Ok. Donc si votre mission, si vous l'acceptez, c'est de ne rien dire. Et parfois c'est loin. Ouais, mais puis ça doit être frustrant, quand tu sais que t'as fait un bon truc. Ouais, je pense que... Pour Dune, j'avais tellement hâte de le dire, et il a fallu que j'attende longtemps, il a fallu que j'attende des mois. J'avais tellement hâte de le dire. Et voilà, mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on est obligé d'attendre vraiment, quoi. Si même parfois pour sortir des petites scènes, ou parce que parfois on peut filmer aussi les coulisses. On est obligé d'attendre que ce soit diffusé, donc c'est long. Là, c'est cadré, quoi. C'est carré. Ok, écoute encore, d'autant plus merci alors d'avoir accepté cette invitation, et puis en tout cas voilà, ça nous donne encore plus un envers du décor. Déjà, mais je savais même pas que les scanners rétiniens c'était un vrai truc, tu vois. Je pensais que c'était même dans Big Bang Theory, que c'était un peu en mode blague, tu vois, que c'était un truc, je sais pas. Bon très bien, j'apprends quelque chose aujourd'hui, je m'endormirai moins bête. Encore une fois, merci beaucoup en tout cas Kelly, je vais pas te retenir beaucoup plus longtemps, je sais que t'es occupée, et en tout cas si un jour tu veux repasser sur la chaîne, ce sera avec grand plaisir, et j'ai hâte maintenant de revoir tu vois, tes films et de réécouter bien, de faire attention à la VF et tout ça. Et en plus, je sais que voilà, la VF c'est un vrai sujet. D'ailleurs, ce serait intéressant un jour d'en discuter par rapport aux intelligences artificielles, tout ça. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Je te souhaite une bonne continuation et voilà, merci pour ta gentillesse, pour ta générosité d'avoir pris le temps ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.